Bonsoir à nouveau, bonsoir à tous. C'est notre dernière lecture de ce marathon des mots aujourd'hui. Et Gila Clara Kessous va nous lire un extrait de La force des femmes de Denis Mukwege. Gila, qui est là ce soir avec nous, est une artiste de l'UNESCO pour la paix. Elle utilise le théâtre pour aider les populations qui souffrent de syndrome post-traumatique. Pour cela, et entre autres, elle a créé à l'université de Harvard le cours Théâtre et droits de l'homme. Son travail de dramathérapie l'amène depuis 10 ans à collaborer avec Eve Ensler ou le docteur Mukwege afin de soutenir les femmes qui ont été victimes de violences au Congo. En tant que comédienne, elle est lauréate du prix de la Voix d'Or pour un livre qui s'appelle « Des mots pour agir contre la violence faite aux femmes », rédigé par Eve Ensler. Elle a évidemment été l'interprète de nombreux livres audio, dont des grandes voix des droits humains comme Elie Wiesel ou Mala Yousafzai. Et elle a enregistré, nous avons eu la chance qu'elle enregistre pour nous cette année ce livre de la collection Écoutez lire chez Gallimard, La force des femmes. Ce livre, qui est écrit à la première personne, retrace le combat du docteur Mukwege, dont vous avez certainement entendu parler. Il est un gynécologue et chirurgien qui a consacré toute sa vie à soigner les femmes victimes de sévices sexuels au Congo. Dans une région où le viol collectif est une arme de guerre, le docteur Mukwege, chaque jour, est confronté aux difficultés des violences sexuelles contre lesquelles il se bat, parfois au péril de sa vie. C'est ce qui est raconté dans ce livre. En 1999, il a créé l'hôpital de Panzi, dans lequel il promeut et il essaye de défendre une approche holistique de la prise en charge, médicale, psychologique, socio-économique et légale, une approche globale. L'auteur, évidemment, rend hommage au courage des femmes. Et la force de la femme clame haut et fort, puisqu'il faut finir sur une note quand même positive, que guérison et espoir sont possibles pour les survivantes. On va donc écouter Gila Clara. Merci. À ma mère, ma femme, mes filles et mes sœurs, à toutes les victimes de violences sexuelles. Il n'est pas courant qu'un homme fasse campagne pour les droits des femmes. J'en ai bien conscience. J'ai eu l'occasion de ressentir ça dans des conversations entre amis, des rassemblements sociaux ou des réunions à caractère professionnel. J'ai bien vu les regards perplexes et les mimiques d'incompréhension. De temps à autre, je rencontre même de l'hostilité. Certains jugent mes choix suspects, voire menaçants. Plus tôt dans ma carrière, lors de dîners aussi bien au Congo qu'en Europe, il m'est arrivé d'évoquer mon métier de gynécologue à la tête d'un hôpital spécialisé dans le soin des blessures causées par viol et ma campagne pour les droits des femmes. Un silence s'abattait alors sur la table. Ou bien, quelqu'un posait une question convenue avant de changer de sujet. Dans ces moments de silence gêné, je percevais parfois la compassion dans les yeux des autres convives. Je les imaginais se dire « Quel métier terrible ! Comme ça doit être difficile pour lui de gérer son identité. » Je me sentais obligée de me justifier et de préciser que j'avais des enfants et que j'étais heureux en mariage, comme si ça me faisait paraître plus normal, plus abordable. Je me souviens d'une discussion avec un ancien camarade d'école primaire devenu homme politique dans ma province. Bien des années plus tard, ces paroles restent gravées dans mon esprit. J'ai l'impression que depuis que tu travailles sur les violences sexuelles, tu t'es mis à penser comme une femme. Dans sa bouche, ce qui aurait dû être un compliment ne sonnait pas comme tel. Je me rappelle le soulagement et l'affinité que j'ai éprouvé en découvrant les écrits de Stephen Lewis.
diplomate et militant canadien, figure inlassable de la campagne pour les victimes du sida en Afrique et plus généralement pour les droits des femmes. Grâce à Stephen, j'ai découvert que d'autres hommes pensaient comme moi. Il fait désormais partie de mes amis les plus chers. Après 2 décennies de soins et d'attention portés aux survivantes de violences sexuelles, j'en suis encore à devoir justifier mes choix et mon engagement. Il y a quelques années, je me suis rendue à New York pour rencontrer une haute fonctionnaire des Nations Unies. Elle avait accepté de me recevoir avec quelques-uns de mes partenaires engagés pour les droits des femmes et la résolution du conflit dans mon pays, la République démocratique du Congo. On nous a fait entrer dans son bureau, qui se situait à l'un des tout derniers étages du bâtiment, avec une grande table de réunion et une vue imprenable sur l'East River, et plus loin le Queens et Brooklyn. Pourquoi est-ce vous qui venez parler des droits des femmes plutôt que des Congolaises ? M'a interpellé notre hôte depuis son siège à la table de la réunion. N'y a-t-il donc aucune femme au Congo capable de s'exprimer en son nom ? On pourrait considérer que cette haute fonctionnaire de l'ONU avait raison d'être sur la défensive face à un homme venu réclamer en son nom une plateforme destinée aux femmes. C'est une question légitime à laquelle je suis toujours heureux de répondre. Pour ma part, chaque fois que je me retrouve sur le banc des accusés, j'en reviens à mes convictions profondes. Je défends les femmes parce qu'elles sont mes égales. Parce que les droits des femmes sont les droits humains. Et que je constate avec rage ces violences qui leur sont infligées. Il faut se battre, tous ensemble, pour les femmes. Mon rôle a toujours été de faire entendre la voix de celles dont la marginalisation les empêche de raconter leur histoire. Je me tiens à leur côté, jamais devant elles. Comme vous allez le découvrir, c'est le hasard qui a fait de moi un féministe militant. Ma vie n'était pas toute tracée. Je souhaitais devenir médecin. Et ce qui était déjà une ambition prodigieuse pour un enfant né dans une masure à une époque où le Congo était encore une colonie belge. Mais mon existence a été modelée par des événements bien plus puissants que ma personne, notamment les guerres, qui depuis 1996 ravagent le pays sous le regard majoritairement indifférent du reste du monde. On a laissé métastaser sans retenue les troubles qui secouent ce pays depuis 25 ans. Il s'agit là du conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Il compte plus de 5 millions de personnes mortes ou disparues. J'insiste sur la tragédie que vit le Congo avec l'espoir d'encourager les politiciens occidentaux à s'y intéresser et à œuvrer pour la paix et la justice que mes compatriotes appellent désespérément de leurs vœux. Ce sont les circonstances qui ont fait de moi un spécialiste des blessures par viol. Ce sont les histoires racontées par mes patientes qui m'ont poussé à rejoindre une lutte bien plus vaste contre les injustices et la cruauté subie par les femmes. Et c'est aujourd'hui la reconnaissance de mon engagement de base qui m'amène à écrire ces pages. Il s'agit d'un ouvrage dédié à la force des femmes, en particulier celles qui m'ont élevée, éduquée et inspirée. Je me devais de commencer par elle, qui a affronté le danger et l'incertitude pour me mettre au monde, puis qui, à peine quelques jours plus tard, m'a arraché à la maladie. L'endurance et la bravoure dont ma mère a fait preuve à ma naissance n'ont d'équivalent que son engagement inconditionnel envers moi et tous ses enfants. Elle a façonné le jeune homme que je suis devenu et elle m'a encouragé à poursuivre mon rêve de devenir médecin. Elle a été ma première héroïne. Bien d'autres femmes figurent aux côtés de ma mère dans ces pages, car toutes m'ont touchée par leur courage et leur bonté, leur résilience et leur énergie. Ce sont des activistes, des avocates, des universitaires, des patientes ou les survivantes de violences sexuelles que j'ai rencontrées pendant mes années à œuvrer au Congo, mais aussi lors de voyages en Corée, au Kosovo, en Irak, en Colombie et aux États-Unis, entre autres. Cette toile de fond peut paraître lugubre, car les vies de bien des femmes de ce livre sont assombries par la violence, mais chacune d'elles est une lumière et un exemple qui prouve que les meilleurs instincts de l'humanité, aimer, partager,
protégées, sont capables de triompher, même dans les pires circonstances. Elles sont la raison pour laquelle j'ai persévéré, la raison pour laquelle je n'ai jamais perdu ma foi, ni ma santé mentale, même lorsqu'exposée aux conséquences de la cruauté, je me sentais submergée. Avant de poursuivre, il me faut expliciter les termes que j'ai choisi d'utiliser. J'avance là en terrain miné parce que les étiquettes attribuées à celles qui ont subi des violences sexuelles sont à la fois lourdes de sens et imparfaites. Vous remarquerez que j'utilise dans ce livre les termes patiente, victime et survivante pour parler de nombre de femmes. Patiente est le plus neutre. Il requiert un peu d'explication. Chaque femme que j'ai traitée est une patiente. Survivante est devenu le terme consacré pour toute personne ayant subi des violences sexuelles. Il sous-entend une posture plus active, plus courageuse, plus dynamique. Pourtant, certaines écrivaines féministes le trouvent problématique car il place au même niveau un viol et un événement traumatique bouleversant, comme une tentative d'assassinat ou un accident d'avion. Il peut également renforcer l'idée qu'une femme doit surmonter cette expérience, surmonter ses blessures, ce dont elle peut se sentir incapable. Beaucoup de mes patientes arrivent à l'hôpital en tant que victimes. C'est ainsi qu'elles se voient. Elles ont subi les agressions sexuelles les plus terribles, voire des tentatives de meurtre dans les premiers temps. Aucun autre terme ne semble plus adapté à des femmes battues, violées collectivement, blessées par balles, mutilées, affamées. Et grâce à leur force intérieure, nous cherchons à en faire des survivantes, au sens le plus exact du terme. Nous voulons qu'elles aient le sentiment d'avoir surmonté ces épreuves. Leurs agresseurs ont beau avoir voulu les tuer et leur retirer toute dignité, nous faisons notre possible pour les rétablir d'un point de vue physique et mental. Si une femme arrive en ayant l'impression d'être une victime, nous souhaitons qu'elle ressorte de l'hôpital avec la confiance d'une survivante. Ce processus est l'essence même de notre travail à l'hôpital de Panzi, que j'ai fondé en 1999. Je m'entretiens depuis des années avec des survivantes. Elles m'ont fait confiance, elles m'ont livré des détails intimes sur leur expérience, leurs sentiments, leurs peurs et leurs espoirs. Ce travail a été souvent difficile, mais ce qui me motive en tant qu'activiste, c'est la conviction que du positif peut surgir de ces épreuves, que je peux contribuer au nom de ces survivantes à faire de ce monde un lieu plus sûr pour les femmes. Je vous encourage à voir le Congo, parfois encore appelé la capitale mondiale du viol, comme une fenêtre sur les pires extrémités de ce fléau mondial que sont les violences sexuelles. Car c'est un problème universel, qui se produit aussi bien à la maison, au bureau, sur les champs de bataille, que dans les lieux publics, partout sur la planète. Mon expérience m'a appris que l'origine des violences sexuelles et leurs conséquences sont partout identiques. Comme toujours, nos différences, couleur de peau, nationalité, langue et culture, comptent bien moins que nos points communs. La lutte contre les violences sexuelles commence par la prise de parole des femmes et des hommes. Dans le monde, 1 femme sur 3 a fait l'expérience de violences physiques ou sexuelles. À un moment donné de sa vie, selon l'ONU Femmes. Et aux États-Unis, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, près d'1 femme sur 5 a subi une tentative de viol ou un viol au cours de sa vie. Il est impossible d'affronter le problème sans en reconnaître publiquement l'omniprésence. Heureusement, les femmes sont de plus en plus nombreuses à briser le sceau du silence grâce à des décennies de travail de groupes féministes et récemment du mouvement révolutionnaire #MeToo. Et pourtant, la justice criminelle fait défaut à nombre d'entre elles. À en juger les poursuites, souvent infructueuses contre les violeurs, y compris dans des pays disposant d'un système de justice bien doté et non corrompu, le fait est que le viol reste largement impuni de par le monde. Dans les zones de conflit, les soldats qui l'utilisent comme arme de guerre risquent encore moins que d'autres de finir en prison. Il y a des progrès, mais ils sont surtout théoriques. Des lois nationales plus sévères et une législation internationale pour protéger les femmes. Cependant, partout, les femmes ont encore peur de déposer une plainte pour viol. Ou alors, elles considèrent que c'est une perte de temps. Je propose des pistes pour permettre à la police et aux législateurs de soutenir les femmes, en commençant par décourager les violeurs. Bien que ce livre traite en premier lieu des femmes, il ne leur est pas réservé.
J'ai le furieux espoir que des personnes de tous les genres le liront et en retireront quelque chose. Il faut qu'un maximum de gens participent à la lutte pour l'égalité entre les sexes. Les hommes ne devraient pas craindre l'incompréhension. Ils ne devraient pas ressentir le besoin de se justifier comme moi autrefois quand ils soutiennent leurs sœurs, filles, femmes, mères, amies et autres égales humaines. Les femmes ne peuvent résoudre seules le problème des violences sexuelles. Les hommes doivent faire partie de la solution. Dans tous les pays, les hommes continuent de régner en maître sur le pouvoir politique, non seulement comme président, premier ministre et parlementaires qui décident des lois, mais aussi dans les plus hautes instances religieuses, jusqu'aux communautés locales qui ont souvent une influence plus grande sur les comportements et les agissements individuels que de distants dirigeants nationaux. Pour réduire les violences sexuelles, il faut l'action et l'engagement de toute la pyramide de pouvoir de nos sociétés, de la base jusqu'au sommet. D'où l'importance de ce que j'appelle la masculinité positive. Et d'une autre manière d'éduquer les garçons, afin de briser le cercle vicieux des relations genrées qui relèguent les femmes à un rôle de citoyen de seconde zone. C'est un travail au long cours, qui paraît parfois excessivement lent. En tant que médecin, j'examine une patiente, je pose mon diagnostic et je prescris soit des médicaments, soit une chirurgie. En tant que militant, je suis aux prises avec le besoin de changer les mentalités, les actes, les comportements. Je ne lutte pas contre une maladie ou une défaillance anatomique, mais contre des adversaires bien plus obstinés. La discrimination, l'ignorance et l'indifférence. Il y a de rares, mais exaltants moments de progrès. En 15 ans d'engagement, tous les petits pas mis bout à bout finissent par produire une avancée substantielle dans la compréhension collective des violences sexuelles. Ensemble, nous pouvons faire du XXIe siècle un siècle plus égalitaire, plus juste et plus sûr pour l'humanité tout entière. Pourquoi les hommes violent-ils ? C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle, malheureusement, je n'ai pas de réponse simple. Quand j'ai découvert l'ampleur de la crise au Congo oriental à la fin des années 1990, je me suis retrouvée dans l'incapacité d'appréhender ce que je voyais. On aurait dit l'œuvre de fous furieux. C'était au-delà de ma compréhension en tant que père, en tant qu'homme, en tant que citoyen. Y trouver du sens dépassait même mes compétences de médecin. Je me figurais que les responsables étaient des monstres, rongés par le mal et dépourvus d'humanité. Mon travail, c'était de soigner les victimes. Je n'avais pas la force d'essayer de comprendre leurs bourreaux. Peut-être cela faisait-il partie de mes mécanismes de défense, mais ce mode de réflexion a ses limites. Considérer les gens comme mauvais ou comme fous, qu'ils soient violeurs, assassins ou terroristes, peut, à court terme, apporter du réconfort. Les déshumaniser et les voir comme des monstres, ça me permettait de me dire qu'ils n'étaient pas comme moi et les miens. Mais ils sont pourtant comme nous. Ou en tout cas, ils l'étaient avant de sombrer dans les ténèbres et la violence. La guerre menée contre le corps des femmes au Congo n'a été perpétrée par des armées de psychopathes qui arpentent la jungle pour réaliser les fantasmes sexuels d'esprits dérangés. Les maladies mentales sévères existent, bien sûr, et peuvent parfois expliquer certains cas, mais il faut considérer le viol comme un choix conscient et délibéré, qui est la conséquence d'un mépris pour les femmes en général, car l'origine se trouve là. Ce n'est qu'en comprenant comment et pourquoi cette violence se déchaîne que nous pouvons tenter d'organiser une réponse au niveau individuel et collectif. C'est vrai pour le Congo, comme pour n'importe quel pays en paix. Je me suis retrouvée pour la première fois face à l'un de ces hommes. Le choix de la violence avait été la cause de tant de souffrances dans mon hôpital, sur les allées cimentées entre le bâtiment des chambres et celui des consultations. C'était un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années. Au vu de son attitude et de ses vêtements, il semblait pauvre et nerveux, comme s'il portait sur ses épaules le poids d'une lourde faute, d'une lourde honte. À peine capable de me regarder dans les yeux, il a demandé à me voir en privé.
Durant ce bref échange, je n'ai pas saisi ce que voulait ce jeune homme. Il n'était pas à la recherche de soins médicaux pour lui. Il ne demandait pas de conseils ni d'aide pour sa femme ou sa sœur. Il voulait me parler, a-t-il dit. Il avait des problèmes et il ne savait pas où aller, a-t-il insisté. Je l'ai soupçonné de vouloir de l'argent. Je lui ai dit que j'étais pressé et que je ne pouvais pas l'aider. Il est revenu quelques jours plus tard. Il s'est dirigé vers moi avec la même requête. Je lui ai expliqué mon emploi du temps, les exigences de mon travail, l'agenda plein, craqué entre réunions, consultations, opérations. J'ai conclu, poliment mais fermement, que je ne pouvais donner suite à des demandes individuelles telles que la sienne. À notre troisième rencontre, dans l'enceinte de l'hôpital, j'ai cédé. Je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose pour qu'il soit aussi insistant. Il y avait un air désespéré dans ses yeux injectés de sang. Je lui ai donné rendez-vous à la fin de la journée, après mes consultations. Il est arrivé à l'heure. Il a été escorté jusqu'à mon bureau tout au bout du complexe hospitalier. « Asseyez-vous et dites-moi tout », ai-je dit en ouvrant la porte. Je l'ai examiné des pieds à la tête, tandis qu'il s'installait maladroitement. Il était légèrement plus petit que moi, mais il avait une carrure robuste et athlétique. Vêtu d'un t-shirt, d'un jean et de baskets. Il avait aussi les cheveux rasés sur les côtés. Dépassant de ses manches courtes des bras épais et musclés, il se pétrissait nerveusement les mains. Nous étions assis, face à face. Mon visiteur a déclaré venir de Hombo, à environ 150 km à l'ouest de Bukavu, une région isolée recouverte d'une forêt dense où rôdent divers groupes armés. La ville principale, au bord de la rivière Hombo, s'étend de chaque côté de la seule route qui relie Bukavu à Kisangani, au nord-ouest, qui est une plaque tournante de commerce des diamants. Le trajet pourtant assez court entre Bukavu et Hombo prend 7 heures. Le jeune homme, il prétendait avoir 20 ans, m'a dit être orphelin et ne pouvoir retourner dans sa communauté pour des raisons qu'il n'a pas explicitées. Il vivait dans les rues de Bukavu, ayant rejoint les rangs toujours plus importants de déplacés sans argent ni perspective. « Est-ce que vous pouvez m'aider » a-t-il demandé. Il cherchait de l'argent pour démarrer un commerce d'huile de palme. Avec 100 $, il pensait pouvoir acheter 3 gros bidons et devenir ainsi l'un des milliers de marchands de Bukavu qui passent leur journée au bord de la route, penchés sur les barriques renversées servant d'étal à leurs fruits, poissons ou produits ménagers. De nos jours, ils abondent à tous les carrefours d'importance, ce qui est le signe de la pauvreté et du désespoir de la population. Je lui ai posé des questions. Pourquoi ne pouvait-il pas rentrer dans son village? Était-il vraiment orphelin? Au Congo, comme partout en Afrique, du fait du rôle de la famille étendue, il est rare d'être vraiment tout seul. Les enfants privés de parents sont recueillis par des oncles et tantes, comme l'était mon père. À force de questions, il a commencé à me raconter son histoire. Le mince filet d'informations du début s'est transformé en torrent, bouillonnant, comme s'il cherchait à se décharger de quelque chose. Il avait grandi avec ses parents, ses frères et sœurs dans un petit village d'agriculteurs. Il était pauvre, mais il vivait en paix malgré la présence de plusieurs milices dans la région. La situation a basculé quand il a eu 12 ans. L'un des groupes d'autodéfense congolais, appelé Kantuku, les a attaqués. Il se souvenait des cris, des coups de feu, du chaos. Des combattants sont entrés chez eux et l'ont traîné dehors. Puis, en le tenant en joue, ils lui ont ordonné de les suivre. Il a été conduit dans la forêt où il a fait son initiation au sein du groupe. Il se souvenait que le commandant disait qu'il serait payé, mais l'argent ne s'est jamais matérialisé. « Tu auras aussi des femmes, autant que tu veux », avait déclaré le chef. Il se rappelait la sensation de puissance ressentie quand tu lui avais donné une arme. Il avait aimé ça. Assez vite, il a participé aux raids nocturnes dans les villages alentours pour récupérer de la nourriture, des médicaments et tout ce qui pouvait se vendre pour subvenir aux besoins de la milice. Quand il partait en expédition, le commandant disait à ses hommes « Les femmes sont à vous, faites-en ce que vous voulez ».
Les autres miliciens capturaient et violaient. Lui n'était encore qu'un jeune adolescent. Mais sous la pression du groupe, il a participé. C'est devenu une partie intégrante de leur vie en commun. Tout du long, j'avais les poils hérissés. Je sentais mon estomac se tordre à l'idée d'avoir accepté de lui parler. J'avais les yeux baissés vers le sol et la table basse. Quand je relevais la tête, je découvrais ses traits hagards et les cernes sous ses yeux. Je le voyais s'agiter en cherchant ses mots. Puis parfois, il regardait le plafond ou par la fenêtre. Je me suis penchée, les mains croisées sur mes genoux. J'avais envie de le mettre à la porte. Cet entretien était répugnant, scandaleux, absurde. Nous étions en 2014 et depuis 15 ans, je soignais les blessures et les dommages causés par des assassins de son espèce. De tous les endroits où il pouvait demander de l'aide, pourquoi venir me chercher, moi, dans mon hôpital? Mais je ne l'ai pas chassé. J'ai senti la colère brûlante dans mon estomac et ma poitrine se dissiper. J'ai décidé de le laisser parler pour qu'il m'aide à comprendre. Il a expliqué être devenu accro à la vie de rebelle. Les attaques nocturnes, les armes, l'action, les massacres, les cris. La vie au campement était dure et inconfortable, alors il attendait avec impatience les opérations. C'était comme une drogue. Je ne me posais même pas de questions, j'ai aimé faire du mal. Apprécier ce genre d'acte est connu sous le nom d'agressivité appétitive. En d'autres termes, un désir de violence, une attitude décelée chez les soldats et les forces de sécurité partout dans le monde. Cet état a été mis en lumière par une étude de 2013 menée par des chercheurs ayant interrogé plus de 200 anciens combattants du Congo en provenance de 16 groupes armés différents. Une majorité d'entre eux, 64%, ont commencé comme enfants soldats et plus de la moitié a déclaré avoir rejoint ces forces sous la contrainte. Un nombre significatif ont été victimes d'abus sexuels de la part de leurs propres commandants. Beaucoup de leurs témoignages sont à vous glacer le sang, en ce qu'ils décrivent des décapitations de civils, l'ordre de battre à mort des camarades déserteurs, la consommation de sang ou de chair humaine. Plus de 4 enrôlés sur 10 ont déclaré que faire du mal était un peu ou très satisfaisant. Et 1 sur 3 ressentait une envie instinctive et un besoin physique de partir au combat. Le groupe de rebelles de mon visiteur avait terrorisé les gens de son pays. Ils y étaient retournés pour tuer et violer. Ils avaient pris en otage des femmes qu'il avait connues petit garçon. « Comment est-ce que tu peux nous faire ça? Nous connaissions tes parents !» avait-elle supplié. Il a fumé des drogues et évité d'y penser. Mais à présent, son passé revenait le hanter. Il faisait des cauchemars récurrents et il n'avait nulle part où aller. « Je ne peux pas y retourner, a-t-il dit. C'est pour ça que je veux rester à Bukavu. » Sourcils froncés, j'écoutais, sans détacher mon regard de mes pieds. J'avais du mal à croire tout ce qu'il disait. Cela ne pouvait n'être qu'une stratégie pour susciter la compassion et me soutirer de l'argent. Je l'ai poussé dans ses retranchements. « Et vos parents ?» ai-je demandé, levant les yeux. « Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?» Il a marqué un temps d'arrêt. Et il s'est raidi, comme si une onde de douleur lui parcourait l'échine. Ses yeux jetaient des regards furtifs tout autour de la pièce. « C'était ça le pire, a-t-il dit. C'était mon initiation. » Les commandants de groupes armés ont toute une palette de méthodes pour intégrer les nouveaux. Beaucoup de leurs recrues sont encore des enfants kidnappés ou cédés par leurs parents sous la menace. Le processus est souvent le même. Les brutaliser, les battre, puis les inculquer de nouvelles valeurs et exiger leur loyauté. Une discipline à base de coups et de meurtres est appliquée sans pitié. L'utilisation d'enfants comme combattants à qui on a lavé le cerveau est une caractéristique majeure de la violence au Congo depuis 1996. On estime à 10 000 le nombre d'enfants enrôlés par les troupes rwandaises, ougandaises et burundaises pendant la première guerre du Congo. Les petits Congolais étaient appâtés par la promesse d'argent, d'armes et de femmes, puis emmenés dans des camps d'entraînement, dirigés par des officiers rwandais. Ils y étaient bizutés, avec brutalité. Soumis à une violence extrême, parfois obligés d'exécuter des prisonniers devant leurs camarades. Pendant l'invasion du Congo, un commandant de l'armée congolaise a dit avoir vu dans ses jumelles, alors qu'il surveillait la progression des troupes ennemies, une horde d'enfants en uniforme, certains chargés de lance-grenades plus grands qu'eux.
Laurent Désiré Kabila, qui était à la tête des forces rebelles, aimait tellement les enfants soldats, appelés les Kadogos, ce qui signifie les petits, qu'il en a fait ses gardes du corps, personnels, une fois devenu président. Le coupable présumé de son assassinat en janvier 2001 est l'un d'entre eux. Le recrutement des enfants est à présent une technique bien documentée et très répandue. Presque tous les groupes rebelles du Congo oriental y ont recours, y compris ceux soutenus par l'Ouganda et le Rwanda. Non contents d'enlever des enfants pour les enrôler de force, ils vont chercher du sang frais dans le vivier, toujours plus important des enfants des rues dans les grandes villes. Les orphelins sans abri échangent volontiers une vie d'humiliation et de pauvreté contre quelques centaines de francs par mois et une arme à feu. Drogués, le cerveau lavé, maintenus dans le rang sous la menace de violence et de torture, des dizaines de milliers d'hommes et de garçons, avec des histoires similaires à celles de mon visiteur, ont pris part au massacre de ces 20 dernières années. Lorsqu'il a commencé à détailler son initiation, j'ai cessé de mettre sa sincérité en doute. Il était bien en train de revivre un souvenir traumatique. Il s'est effondré en pleurs. À travers ses larmes, il a confessé avoir dû mutiler sa propre mère. Son commandant lui avait ordonné de le faire comme preuve de son engagement. « Je n'ai pas eu le choix », a-t-il dit en sanglotant. Il disait qu'il me tuerait. Si j'étais encore qu'un enfant, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Après qu'il a décrit ce geste atroce, un silence de plomb s'est abattu pendant quelques minutes. Sa respiration était précipitée et difficile. Je sentais mon cœur battre, la tension dans mon dos et mes jambes. Mais elle n'est pas morte, a-t-il fini par murmurer. Elle a survécu, je le sais. Elle a succombé à une maladie il y a quelques années. Je l'ai jamais revue. L'histoire de ce jeune homme est un aperçu de ce qui s'est passé au Congo ces 25 dernières années. Voilà, merci. Ce marathon se termine donc sur cette lecture particulièrement poignante. Je voudrais vous remercier d'être restés si nombreux quand même pendant toute cette longue et passionnante après-midi. Je vous donne rendez-vous en fait l'année prochaine pour un marathon 2024 qui sera forcément différent. Je voudrais remercier les comédiens, les auteurs, les maisons d'édition, bien sûr encore à nouveau Olivier Chaudenson et la Maison de la Poésie, et puis les membres du bureau Vox, sans qui ce marathon ne serait pas possible, Christine, Anna, Mathilde, Pascal, Jean-Marie, et vous, chers auditeurs, sans qui non plus il n'y aurait pas de marathon. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.